Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir au féminin. Je suis Nelly Jimenez, créatrice du podcast et fondatrice de Egalide, qui accompagne les entreprises et leurs leaders à créer des cultures plus égalitaires au sein de leur organisation. Pour cette semaine du 8 mars, j'ai envie de vous proposer un épisode différent. Finalement, ce sera 3 épisodes, parce que j'ai eu la chance inouïe d'échanger 3 heures avec Eliane Viennot, qui a écrit 4 livres passionnants autour de la France, les femmes et le pouvoir. Ces 3 épisodes sortiront le 4 mars, 6 mars et 8 mars, où vous pourrez du coup écouter les 3 à nouveau si vous le souhaitez. Dans ce second épisode, on va continuer la conversation autour de la Renaissance. À la fois des propagandes qui sont mises en place pour destituer les femmes du pouvoir, mais aussi des luttes féministes qui étaient très fortes à cette époque déjà, et du début de l'adhésion des femmes à cette propagande, qui les limiterait dans leur choix, qui leur limiterait dans leur pouvoir et qui leur limiterait dans la capacité de faire. Je vous laisse avec cet extrait qui en dit long et je vous souhaite une très belle écoute. Les hommes qui ont réécrit l'histoire ont fait disparaître un grand nombre de reines pour ne garder que quelques têtes de Turcs. Parce qu'il faut des têtes de Turcs pour asseoir l'idée que les femmes sont mauvaises. Si on les faisait toutes disparaître, on ne pourrait pas défendre le fait que quand des femmes sont au pouvoir, c'est une catastrophe. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Donc, l'ascension de la clergie, c'est déjà donc, le déclin un peu du pouvoir des reines, le démarrage aussi de la chasse aux sorcières qui aura duré 200 ans. Dans les petites marques de résistance des reines, moi, j'en ai certaines qui m'ont plu. Déjà, l'apparition du jeu de dames. Et aux échecs, la reine, subitement, s'est mise à avoir tous les pouvoirs. Parce que quand on regarde le jeu d'échecs, elle a plus de pouvoir que n'importe qui. Et apparemment, c'est une règle qui est apparue à ce moment-là, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et aussi, les reines écrivent leurs mémoires, écrivent ce qu'elles ont fait. Donc, il y a des récits, il y a quand même une lutte qui s'installe par rapport à la montée de pouvoir du clergé, notamment contre elles. Tout bascule un peu avec Catherine de Médicis, si j'ai bien vu. C'est un peu alors, il y a eu d'autres reines après, mais c'est la dernière grande régente, je crois, qu'il y a eu en France. Non, il y en a 2 encore après. Il y en a 2 encore après. C'est pas les... Au XVIIe siècle, il y a Marie de Médicis et Anne d'Autriche. Il y aura d'autres. Ah oui, il y aura Anne d'Autriche de Louis XIV, c'est vrai, pardon. Mais je ne sais pas pourquoi c'est celle qui a le plus marqué dans les livres. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a le plus marqué ? D'abord, la première chose, les femmes, les grandes dames, ont résisté à cette contestation de leur pouvoir. C'est absolument clair. Elles ont fait écrire contre les types qui les dégommaient ou qui disaient des choses contre le pouvoir des femmes. Elles s'organisent dans les cours, etc. Il y a vraiment des contre-pouvoirs féminins qu'on peut estimer être des féministes. C'est-à-dire, elles disent, il n'y a aucune raison que des gens défendent, théorisent le fait que les femmes sont inférieures aux hommes ou que les femmes ne pourraient pas faire certaines choses, etc. Donc, le féminisme ne date pas du 19e siècle. Je le dis pour les gens qui ne s'en douteraient pas. Il date à peu près de cette époque. Christine de Pisan, sans doute le premier texte vraiment féministe, le premier traité féministe qu'on a, c'est 1405. Ensuite, toutes les reines ont Christine de Pisan dans leur bibliothèque, même si elle est censurée. Elle n'est pas publiée en France. Mais les femmes importantes la lisent. Elles font écrire de l'histoire qui dit le contraire. Donc, on a le genre littéraire des recueils de femmes célèbres. C'est très important à l'époque. C'est une manière de contrer le discours débilitant qui dit que les femmes ne peuvent rien faire, sont incapables, sont des catastrophes, etc. Donc, elles font écrire l'histoire des femmes célèbres. Et puis, elles s'organisent, effectivement. Il y a des jeux, la parité aussi, ça, c'est l'idée date de l'époque. Bon. Donc, il y a beaucoup de résistance autour de ça. Bon, et résistance, il y en aura jusqu'au bout, parce qu'elles continuent à être attaquées. Donc, voilà, ça change un petit peu de domaine. On est surtout sur la politique au XVe, XVIe siècle. On est surtout sur la défense des capacités politiques des femmes. Après, on va passer dans la défense des capacités littéraires, intellectuelles, culturelles des femmes, etc. En fait, les hommes qui ont réécrit l'histoire ont fait disparaître un grand nombre de reines pour ne garder que quelques têtes de Turcs. Parce qu'il faut des têtes de Turcs pour asseoir l'idée que les femmes sont mauvaises. Si on les faisait toutes disparaître, on ne pourrait pas défendre
le fait que quand des femmes sont au pouvoir, c'est une catastrophe. Donc on garde, au fur et à mesure que l'histoire est écrite, on garde quelques têtes de Turcs. Les deux premières, on en a parlé, c'est Bruno et Frédégonde. Donc celle-là, à l'origine de l'histoire de France, 7e, 8e siècle. Ensuite, on a un peu Isabeau de Bavière, mais parce que c'est la reine qui était au pouvoir pendant la guerre de 100 ans. Mais la démonstration est plus difficile à faire parce que c'était la guerre et tout le monde a trahi, tout le monde, etc. Donc, elle est un peu en demi-teinte, on va dire, celle-là. En tout cas, elle est là quand on n'est pas encore trop loin de la guerre de 100 ans, mais très vite, on l'oublie un petit peu. La troisième, donc, femme, la tête de Turc, c'est Catherine de Médicis, parce que Catherine de Médicis a été au pouvoir pendant 30 ans, qu'elle a été au pouvoir bien, avec ses fils qui étaient d'accord. Alors ça, c'est la fin des haricots. Hein. Si en plus les rois sont d'accord pour gouverner avec leur mère, c'est quand même la fin de tout. Alors, elle a vécu pendant le temps des guerres de religion. Donc, on peut lui mettre sur le dos des horreurs de guerre de religion, notamment le massacre de la Saint-Barthélemy. Et puis, la quatrième qui va être inscrite, c'est Marie-Antoinette. Oui, voilà. Alors, qui n'a jamais eu le pouvoir. Hein. Bon, elle n'est pas reine, enfin les reines, oui, mais elle n'a jamais été régente, Marie-Antoinette. Donc, elle a fait des trucs sans doute maladroits, désagréables, etc., etc. Mais enfin, c'est pas une femme qui a gouverné, contrairement aux autres qui sont attaquées, hein, les têtes de Turcs. Donc, Catherine de Médicis est devenue le troisième monstre de l'historiographie misogyne. Mais c'est pas parce qu'elle en avait fait ni plus ni moins ou plus mal. Son règne est plutôt un bon règne dans une période terrible, parce qu'on est pendant les guerres de religion. Voilà, quand on est objectif, les historiens et les historiennes qui sont objectifs sont assez unanimes pour dire que elle a fait des choses, enfin elle a fait ce qu'elle pouvait, quoi, on va dire. En parallèle de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc sous Catherine de Médicis et puis Diane de Poitiers, qui ne régnait pas, mais qui était quand même bien présente, et puis après du coup Anne d'Autriche, il y a eu beaucoup par contre de femmes qui se sont levées plutôt dans la petite noblesse ou dans la bourgeoisie, en poétesses, écrivaines, d'écrivaines d'opéra, de romancières, enfin voilà, énormément dans l'ère même de la musique, je crois. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées pour les femmes dans ces périodes-là. C'est aussi le début des salons mixtes, qui était apparemment une exception française encore, tenue par des femmes majoritairement, donc salon mixte de l'élite où les gens se retrouvaient pour discuter et philosopher, grand début de la philosophie et du coup des Lumières. Le parallèle que j'ai vu et que j'y vois, c'est que finalement, Catherine de Médicis et Anne d'Autriche, c'était un peu les dernières. Après, Louis XIV n'a plus vraiment autant soutenu les reines que ça a été par avant ses prédécesseurs. C'est là où justement la cour a changé, les maîtresses ont été plus mises en avant. Il n'y a plus de reines après pendant 40 ans, plus je crois, après la mort de... Je sais pas qui était la femme de Louis XIV, c'était Marie-Thérèse d'Autriche. Donc Marie-Thérèse d'Autriche, après Marie-Thérèse d'Autriche, il n'y a plus de reine. De reine, oui, parce qu'il épouse maintenant, mais elle n'est pas reine. Et il y a une certaine déchéance du coup du pouvoir des femmes qui se doit, parce que les filles ne sont plus forcément éduquées au pouvoir, parce qu'en fait, les reines avant et la noblesse de façon générale, comme les femmes avaient un pouvoir politique, elles éduquaient leurs filles en fait à la politique, et du coup il y avait une vraie éducation de passation des filles, un certain mentorat politique des femmes. Et en fait, à partir de Louis XIV et après Anne d'Autriche, en fait. Il n'y a plus forcément eu ça. D'ailleurs, je crois que les sœurs de Louis XV qui n'ont pas été mariées, c'est ça ? Oui. Les filles de Louis XV qui n'ont pas été mariées parce qu'en fait, ça coûte cher, finalement, on paye une dot, donc on ne... Oui, voulait pas non plus. On les laisse faire, en tout cas, voilà. Ce qui ne se fait pas normalement. Ce qui se fait pas. Donc, on met plus l'accent sur les femmes pour s'élever à ça. Et donc, en fait, il y a ce parallèle-là, ce qui crée, c'est qu'on a de plus en plus d'écrivaines, etc. Mais on a aussi le siècle des Lumières qui donne Rousseau, Diderot, Montesquieu. Et là, on voit apparaître quelque chose de nouveau, qui est la théorie de la différenciation des genres. Et cette fois, sur la loi de la nature, qui apparaît comme ça petit à petit. Et ce que je vois aussi, c'est que c'est la première fois, j'ai l'impression, dans l'histoire, que les femmes commencent à adhérer à ça. C'est-à-dire que jusqu'avant, on avait des femmes qui défendaient, qui se battaient, qui résistaient ensemble. Et là, à partir du moment où on n'a plus de reine, en fait, et à partir du moment où la noblesse n'a plus été éduquée à la politique, on voit que même toutes ces poétesses, philosophes, écrivaines, en fait, commencent à adhérer à cette théorie de différenciation des genres. Et si j'ai bien lu, notamment parce que ça leur donne finalement une place. Il est important de comprendre que oui, les femmes ont beaucoup résisté à l'avancée de ces théories misogynes jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on va dire. Après, il y en a aussi, les précieuses, les femmes qu'on a appelées les précieuses sont tout à fait conscientes des attaques insupportables et des discours insupportables qui sont émis autour d'elles. Mais on voit effectivement un changement à partir de la fin du XVIIe siècle. Quelque part, les femmes ont perdu la bataille politique.
le fait qu'il n'y ait plus de régente après Anne d'Autriche n'est pas lié à une volonté quelconque. Je ne suis pas sûre que les gens, les gens voulaient de Marie de Médicis ou d'Anne d'Autriche. C'est un problème structurel, la question de la régence. Si le roi meurt, que son fils est mineur, si la reine est là, les structures, c'est pour ça que le deuxième bouquin que j'ai écrit, celui sur le XVIIe, XVIIIe siècle, s'appelle « Les résistances de la société », les structures tiennent bon, les traditions tiennent bon. On prend la reine, la mère du roi, pour faire régente, quels que soient les bavardages qu'il y a autour, etc., etc. Bon, pourquoi il n'y en a plus après Anne d'Autriche ? Parce que la situation ne se représente pas. Tout simplement. Quand Louis XIV meurt, Louis XV, qui est son arrière-petit-fils, sa mère est morte. Donc c'est un régent homme qui va exercer ce rôle. Mais sa mère aurait été vivante, si ça se trouve, c'est elle qui devenait régente. Parce que c'est vraiment le hasard de la vie, de la mort, qui fait qu'il y a des régentes ou qu'il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'à partir de Louis XIV, le pouvoir des femmes régresse. Le pouvoir des femmes à la cour régresse. Il a de très grandes maîtresses, mais globalement, il n'aime pas qu'elles aient du pouvoir. C'est lui. Et puis, c'est lui qui gouverne. C'est vraiment un roi qui gouverne. C'est pas le cas peut-être de tous les rois. Il gouverne avec des hommes. Il est convaincu que les femmes sont là pour faire du joli, pour faire maîtresse, pour amuser la cour, pour s'occuper des arts, etc. Mais certainement rien d'autre. Donc, il a tellement, on va dire peur, mais il veut tellement pas que les femmes aient du pouvoir qu'encore une fois son épouse décédée, il a voulu ne pas se remarier. C'est un des signes les plus évidents du pouvoir absolu. Normalement, le roi ne reste jamais sans reine. On lui en trouve une, aussi niaise que possible, peu importe, en général, elles ont de l'argent, donc c'est formidable, elles amènent du pognon. Bon. Donc, mais lui, le signe de son pouvoir absolu, c'est qu'il parvient, pendant des décennies, à être un roi sans reine. Et donc, à la cour, c'est souvent autour de la reine que s'organise la vie des grandes dames, le pouvoir des femmes s'organise autour de la reine et de ses femmes. Donc ça, c'est mort à partir des années 80 du XVIIe siècle. Ça, c'est mort. Et ensuite, on a un peu un changement de manière de concevoir les choses. Louis XV gouverne avec Pompadour. Pas du tout avec du Barry. C'est complètement absurde on nous a expliqué qu'elles étaient comparables. Pas du tout. Mais c'est vraiment une sorte de retour de quelque chose qui n'existe plus. Le pouvoir des maîtresses royales. Pompadour l'exerce. C'est la dernière et c'est un apax. Enfin, au XVIIIe siècle, c'est un moment un peu curieux pendant une quinzaine d'années de ce pouvoir partagé par Louis XV et Pompadour. Mais on peut dire que le pouvoir des femmes est en plein déclin, qu'il y a plus ce que moi j'ai appelé le féminisme d'État. Tant qu'il y a, on va dire jusqu'à Marie de Médicis, surtout au XVIe siècle, il y a un pouvoir, il y a un féminisme d'État, c'est-à-dire il y a une reine. Autour de la reine, il y a des cercles de femmes. Les femmes font des tas de choses. Elles ont la main sur la culture, elles ont la main sur la musique, elles ont la main sur ceci, etc. Donc à partir de Louis XIV, il n'y a plus ça. C'est mort. Donc le pouvoir, le féminisme d'État, grosso modo, est mort à la fin du XVIIe siècle. Ça a évidemment des conséquences dans le reste de la société. Parce qu'on n'a plus ces grands modèles, on n'a plus ces lieux où on peut aller se former, on n'a plus ces lieux, y compris les bourgeoises. Il y avait des bourgeoises qui étaient formées avec les grandes dames dans les cercles au XVIe siècle, c'est évident. Des filles d'humanistes, des filles de savants qui faisaient partie, etc. Non, il n'y a plus rien. Donc ça a des conséquences sur le reste de la société. Et puis il y a l'autre grand facteur qui explique ce démantèlement un peu de la résistance des femmes, c'est l'idéologie des Lumières. Parce que les philosophes des Lumières font ce travail de dire que l'ancien ordre, qui était justifié par Dieu, c'est fini. Ils ne veulent plus que ce soit Dieu ou la religion qui justifie l'ordre social. C'est la nature. Voilà, donc Dieu est remplacé par la nature, et la nature se trouve dans leur conception du monde tout aussi misogyne que Dieu. Alors, quand on les pousse un peu dans leur retranchement, ils disent « Mais non, on n'est pas en train... On ne pense pas que les femmes soient inférieures. » Non. D'abord, quand c'est la nature qui crée les choses, elle ne crée rien d'inférieur. Dieu pouvait... Mais la nature ne crée pas des créatures inférieures à d'autres. Donc les femmes ne sont pas inférieures. Elles sont juste différentes. Voilà.
C'est le cadeau empoisonné aussi. Donc, elles sont différentes. La société, il y a 2 sphères dans la société. Il y a une sphère publique, il y a une sphère domestique. Les femmes doivent s'occuper de la sphère domestique et les hommes doivent s'occuper de la sphère publique. Donc, il y a toute cette idéologie nouvelle qui est créée par les grands philosophes. Et il y a plein d'hommes qui sont tout à fait d'accord avec ça, quoi. Je veux dire, il y a plein de curés sont absolument d'accord avec ça, l'idée, parce que ça, c'est un autre discours. Mais ça aboutit à la même chose. Ça aboutit à ce que les femmes doivent s'occuper de la domesticité, des enfants, de l'amour. Le triomphe des femmes, voilà, c'est l'amour. Et nous, on s'occupe de la guerre, quoi. On ne peut pas faire autrement. On s'occupe de la guerre, on s'occupe du savoir, on s'occupe de la politique. Voilà. Il y a plein de gens qui sont des gens très sympathiques, qui tombent un peu dans le panneau. Avant, il y a pas mal de féministes qui sont des hommes. Il n'y a pas que les femmes qui sont féministes, il y a des hommes féministes. À partir du moment où l'idéologie des Lumières s'installe, il y a des femmes qui tombent dans le panneau, effectivement, qui trouvent que si on les trouve formidables dans le domaine de l'amour, de la sensibilité, c'est bon, quoi. On prend ça. Ça dure, on va dire, jusque une dizaine d'années, une quinzaine d'années avant la Révolution. Après, ça repart. Il y a de la contestation parce que on voit bien que ce qui est pensé est de fait inégalitaire, pas juste différentiel, mais inégalitaire. Oui, mais ça prépare à la Révolution. C'est là aussi où c'est intéressant par rapport à ce qui se passera après, plutôt plus la Constitution que la Révolution, dans le sens où ce qu'on voit, c'est comme je disais, il y a des salons mixtes, ce qu'on n'imaginait pas forcément aujourd'hui, mais en fait, il y avait des salons mixtes élitistes, mais il y a aussi les académies qui se créent à ce moment-là, d'écriture, mais l'académie de théâtre, etc., où les femmes sont majoritairement exclues, surtout à Paris. Oui, bien sûr. Surtout à Paris. Alors, l'Académie française, ce que j'ai trouvé un peu drôle aussi comme passage, c'est qu'apparemment, il y a une poétesse qui a gagné 3 fois le prix de l'Académie. Après, on a dit du coup qu'on allait exclure les femmes parce que, c'est bon, on a vu qu'elles gagnaient et que maintenant, on va les enlever. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Dans la même époque aussi, il y a Louis XIV qui a passé une loi, alors je ne sais pas si on dit une loi pour les rois, mais en tout cas qui a passé un décret, peu importe, pour les facs, les universités toujours, qui a permis aux gens d'un certain âge d'avoir les diplômes plus facilement. Oui. Qui a descendu le niveau de la fac et qui a rendu beaucoup plus de diplômés, et donc beaucoup plus de diplômés sans travail, et donc beaucoup plus de diplômés qui sont passés par cette fameuse fac misogyne, du coup des lettrés, comme on dit, qui se retrouvent du coup dans les villes, beaucoup plus à Paris évidemment, mais dans les villes, qui aussi continuent à propager cette rumeur et se saisissent aussi des Lumières pour justifier de leur place encore. C'est la loi qu'il a passée, c'est quoi exactement ? Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites sur lesquelles il faudrait revenir, mais... Allez-y, revenez surtout, il y a pas de souci. Sur le fait qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui ont des postes, parce que voilà, ils avaient des diplômes, ils ont réussi à trouver une charge. Il y en a de plus en plus et cette clergie ne cesse de grossir. Donc, décennie après décennie, il y a plus d'hommes qui sont savants ou qui sont semi-savants parce que oui, il y a des coupes franches dans la hauteur des diplômes, mais ça fait de plus en plus de gens qui croient savoir, qui ont un discours et qui ont du pouvoir tout simplement en France et qui exercent leur pouvoir sur leur famille, sur leurs enfants, sur leurs femmes, etc. Et toute cette manne de la fonction publique échappe aux femmes. Alors, elle échappe aux femmes parce qu'elles ne peuvent pas passer les diplômes, encore une fois, donc elles ne peuvent pas y aller. Donc, ça fait partie de cette superstructure lettrée dont se dotent les États au fur et à mesure que passent les décennies, les siècles, et qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, continue d'échapper aux femmes. Ça, c'est sûr. Alors, du côté de la culture, je parlais tout à l'heure des reines qui ont fait écrire de l'histoire des femmes qui disaient autre chose, qui donnaient un autre discours, mais les femmes lettrées, les femmes de la bourgeoisie, les filles d'humanistes, etc., on se sont organisées dès le XVIe siècle pour essayer de répondre à cette... D'abord, être exclu des lieux où on décide, c'est une chose. Être exclu des lieux où on parle culture, littérature, musique, etc., c'est autre chose. Donc, on voit s'organiser dès le XVIe siècle des salons. Ils sont mixtes. Tous les salons sont mixtes. Il n'y a pas de salon de femmes. Il y aura des cercles d'hommes au XVIIIe, XIXe siècle, mais les salons sont mixtes. Et c'est une des réponses qui a été trouvée pour que les filles
qui avaient des capacités, des connaissances, qui avaient été bien élevées, ne soient pas privées de débats, de discussions, de rencontres avec les créateurs, avec les musiciens, etc. L'un des premiers salons c'est le salon de Morel au milieu du XVIe siècle. Morel est un humaniste qui a eu 3 filles. Il n'a pas eu de fils. Toutes les filles sont hellénistes, latinistes, etc. Enfin, elles sont des merveilles. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Personne ne veut les épouser. Bon, il y en a une qui a renoncé, donc qui s'est mariée, mais elle a évidemment renoncé à faire des études, et puis elle a dû sans doute jouer à l'imbécile, je ne sais pas, enfin, on ne sait pas trop. Il y en a une qui a pas renoncé. Donc, les parents, Morel et sa femme, qui est une femme très savante aussi, organisent le premier salon où Morel fait venir ses étudiants, notamment Ronsard, et pour que ces filles rencontrent des garçons qui peuvent discuter avec elles de la littérature antique, de la dernière traduction de Lucien ou de choses comme ça. Donc les salons sont une réponse d'abord de quelques hommes, puis très vite des femmes qui sont débarrassées des maris, etc., pour continuer ou même organiser la vie culturelle. Comme en général, les femmes qui ouvrent des salons, elles ont beaucoup d'argent. Des hommes viennent chez elles et se rencontrent. Et puis en plus, c'est très agréable, c'est beaucoup plus agréable pour ces hommes de venir discuter avec des collègues ailleurs que dans des académies où il n'y a que des gars. Voilà, parce qu'on joue, parce qu'on dîne, parce qu'il y a des représentations, parce que voilà, enfin, les lieux mixtes sont toujours beaucoup plus agréables que les lieux non mixtes. Donc les salons ont beaucoup de succès tout au long du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, etc. Mais il est vrai que les femmes ne peuvent pas, voilà, elles n'arrivent pas à mordre sur tellement d'autres choses, quoi. Et évidemment, il y a de plus en plus de cette clergie qui au départ est des grands hauts fonctionnaires, et petit à petit, il y a les moyens fonctionnaires, des petits fonctionnaires, etc. Et toute cette multiplication d'hommes qui ont reçu soit un vernis, soit plus qu'un vernis de savoir, et qui de toute façon ont les moyens d'avoir des métiers, des occupations qui échappent aux femmes. Ça, c'est clair, puisque très tardivement, les femmes ne peuvent pas avoir ces métiers. Et veulent aussi de plus en plus de pouvoir. C'est ce qui va aussi mener à la révolution après, mais qui veulent de plus en plus de pouvoir. Je vais revenir à ces salons. Quand j'ai vu ça, on voit plutôt quelque chose de positif. On se dit des femmes et des hommes qui parlent de choses de lettrés, finalement, qui philosophent. Et c'est là où on voit cette espèce de chose un peu tendancieuse qui nous amène à l'histoire des siècles suivants, qui est cette première adhésion des femmes à la fameuse théorie de différenciation des sexes. Je vais lire un extrait de Rousseau à l'époque pour donner un peu l'idée. C'est « L'homme peut être audacieux, telle est sa destination. Il faut bien que quelqu'un se déclare, mais toute femme sans pudeur est coupable et dépravée parce qu'elle foule aux pieds un sentiment naturel de son sexe. » Et Rousseau dit « Ainsi l'a voulu la nature, c'est un crime d'étouffer sa voix. » Donc on voit un peu les prémices de la théorie de la différenciation des genres. Et en gros, si les femmes doivent être sages, affirme-t-il, c'est qu'elles sont responsables des mœurs de la société tout entière. Elles en sont les gardiennes. Et c'est ça qui, je trouve, est encore un peu prégnant aujourd'hui dans la société. Et ça démarre avec Rousseau à la fin du XVIIIe, si je ne me trompe pas. Et je rajoute Montesquieu qui explique ainsi, alors là, c'est du vieux François, donc on comprend moyennement, mais il y a tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres que l'on peut regarder dans un état populaire l'incontinence publique comme le dernier des malheurs. Donc par exemple, tout le malheur du monde, ou de la France en l'occurrence, serait sur le fait que les femmes aient de la vertu ou pas, ce qui est par rapport au grand amour dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est vraiment à ce moment-là que ça se cristallise. Et comment ça prend, en fait ? Parce que les femmes, moi, ce que j'ai lu, c'est que si elles commencent à adhérer, et c'est là-dessus que je veux vous entendre, c'est aussi parce que finalement, comme il n'y a plus de place au niveau du féminisme d'État, elles se disent, tiens, dans la différenciation des genres, on est complémentaires, donc on a une place. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que... Alors, je parlais tout à l'heure de leur théorie officielle. La théorie officielle, c'est que la nature fait très bien les choses et que les femmes ne sont pas inférieures, etc. Donc déjà, il y a des femmes à qui ça a dû plaire. On leur explique que non, les théologiens se trompaient en disant que Ève, etc., tentatrice, le malin... donc non, elles sont bien faites. Et elles sont bien faites, simplement, elles sont faites pour faire autre chose. Donc, quand on dit ça, il y a des femmes qui tombent dans le panneau et qui disent oui, donc je vais briller en m'occupant très bien de ma maison, en m'occupant très bien de mes enfants, en écrivant des choses qui vont plaire, qui vont être sur ça. Il y a toute une stratégie. À partir de ce moment-là, les femmes ont tellement prouvé au cours du XVIIe siècle
elles pouvaient écrire tout ce qu'on veut, elles pouvaient faire vraiment de la concurrence aux hommes dans le domaine intellectuel. Elles écrivent de la philosophie, elles écrivent de la théologie, elles écrivent des sciences, etc., et de la littérature, bien entendu. Donc, ça a fait partie de ces stratégies, je dirais, secondes de l'époque des Lumières, que, à côté de ce grand discours soi-disant égalitariste, les femmes sont aussi bien que nous, mais la nature leur a donné d'autres destins. Il y a des stratégies qui consistent, d'abord, certains montrent vraiment je dirais la queue du loup, là, voilà, en disant, non, mais même dans la maison, c'est l'homme qui doit dominer. Hein. Montesquieu, il va jusque-là. Montesquieu, pas le Montesquieu jeune, hein, qui est très, très révolutionnaire, on va dire, quelque part. Mais alors, 20 ans plus tard, c'est vraiment le patriarche terrible. Et donc, non, les hommes doivent dominer partout. Et puis, avec cette histoire de la différence, ça a été jusque dans les productions culturelles, dans les productions de l'esprit. Les femmes sont vraiment... Elles sont même nos supérieures dans certains genres. Par exemple, les genres de l'intime, la correspondance, la conversation. Et nous, on est meilleurs dans la théorie, l'histoire, la philosophie, etc. Donc, évidemment, il y a des femmes à qui ça a plu, ce genre de choses, et qui se sont dit, puisqu'on nous reconnaît une supériorité dans l'égalité, on va dire, je vais surtout cultiver les genres qu'on me dit de cultiver, grosso modo. Donc, ça fait partie de ce piège dans lequel les femmes sont tombées. En plus, ils continuaient dans des salons à être copains. Ils ne sont pas dans le milieu non mixte, ces messieurs-là. Ils continuent à être dans les salons. Et donc, certaines ont dit, OK, puisqu'on nous reconnaît un terrain où on est bonne, même peut-être des terrains où on est meilleur, on va les exploiter. Voilà. Et ensuite, ça dure très longtemps. Enfin, je veux dire, il faut arriver au XXe siècle pour remettre en cause cette idée que les femmes sont... Ça commence un petit peu au XIXe siècle parce qu'il se passe quelque chose au XIXe siècle après la Révolution, qui est une histoire très intéressante. La Révolution a mis au point les droits d'auteur. Avant la Révolution, il n'y a pas de droit d'auteur. Ça veut dire que la personne qui a le plus de livres vendus, en France, ne gagne pas plus que quelqu'un qui fait 2-3 petits livres de temps en temps. Pourquoi ? Parce que le système des droits d'auteur n'existe pas. Si un livre se vend très bien, c'est l'imprimeur libraire qui fait fortune. Et si un livre ne se vend pas, c'est lui qui boit le bouillon. Mais il n'y a pas le système qui existe aujourd'hui et qui est mis en place à la Révolution, qui est qu'en fonction du nombre d'exemplaires vendus, on touche un pourcentage. Bien sûr, ils s'entendaient. Un auteur qui permet la fortune d'un imprimeur, l'imprimeur va s'entendre avec lui faire des contrats. Mais ce n'est pas d'office, c'est d'une personne à l'autre. Voilà. Donc, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est la législation sur les droits d'auteur. Et les pauvres, les malheureux, ils n'ont pas imaginé qu'on pouvait en priver les femmes. Or, les femmes vendaient déjà plus que les hommes. Parce que les femmes avaient investi les genres, on va dire, facile. Les romans, c'est ça. Les romans, les choses qui se vendent le plus. Alors, les lettrés, jusqu'à la Révolution, ils méprisent royalement les romans. Genre, il n'y a pas besoin d'être lettré pour faire un roman. Il faut avoir de l'imagination, il faut voilà. Donc, c'est bon pour les bonnes femmes. À partir du moment où on met en place les droits d'auteur, qui c'est qui va gagner de l'argent avec les droits d'auteur ? Les femmes qui écrivent des romans. Donc, ils se mettent à écrire des romans. Après avoir craché pendant 2 siècles sur le fait qu'il n'y a que les bonnes femmes capables d'écrire des machins comme ça qui n'ont aucun intérêt. Et que, évidemment, si on est un homme savant, il faut qu'on fasse autre chose que d'écrire des bêtises comme ça. Bon. Donc, les femmes, d'abord, elles ont bien réussi de ce côté-là. Bien réussi, justement, en traitant de l'amour, des enfants, de ceci, de cela, de la maison. Droit, en fait. Elles avaient le droit. Donc, elles ont continué à faire ça. Et donc, quelque part, elles ne sont pas véritablement gênées tant qu'elles n'ont pas compris qu'on essaye de leur vendre quelque chose qui est secondaire, qui est inégalitaire. Il y en a beaucoup qui se contentent ou simplement qui continuent à gagner un argent pas possible avec leur production culturelle dite mineure, mais quand même.
Par rapport à ça, justement, dans le cas des lettrés, les femmes écrivent, en effet, elles sont cantonnées à certains styles d'écriture parce que c'est aussi, j'ai l'impression, cette période-là des Lumières, la période où les femmes osent pas trop mettre leur nom sur les choses un peu plus revendicatrices. Soit c'est anonyme, soit elles se prennent les éponymes des hommes. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est une femme ou pas qui l'a écrit. Il y a commencé à être une silenciation des femmes parce que le peu de femmes qui l'ont fait, en fait, les hommes quittent leur salon. Alors, ça commence effectivement à partir du moment où on fait savoir, où on fait croire que les femmes réussissent bien dans certains domaines et pas du tout dans les autres. Toujours pareil, il faut le prouver. Donc, d'abord, on les regarde avec des gros yeux si elles font autre chose que ça. Certaines prennent des pseudonymes pour faire autre chose. Et quand elles prennent pas des pseudonymes, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont jamais pris de pseudonyme, on dit que c'est pas elles qui les ont écrits. Voilà. Donc, il y a vraiment un ensemble de stratégies pour, d'une part, parquer les femmes dans certains genres, c'est-à-dire se garder les autres, et d'autre part, pour faire qu'elles se sentent mal quand elles viennent sur d'autres terrains ou quand elles traitent d'autres choses que les genres on les autorise à traiter. La question de la contestation de l'autorialité, c'est une des stratégies. Le fait qu'on tambourine sur le fait que les femmes réussissent très, 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 très bien dans tel genre, c'est une autre stratégie. Et la troisième stratégie qu'on voit, s'il y en a peut-être plus, mais en tout cas une qu'on voit, c'est le fait de refuser de les appeler par le nom qu'elles méritent quand elles écrivent. Une femme qui écrit, c'est une autrice. C'est une écrivaine. L'autrice, c'est une poétesse. Voilà. On disait autrefois philosophesse. Donc, il y a cette stratégie depuis le XVIIe siècle, depuis la création de l'Académie, depuis le milieu du XVIIe siècle, pour refuser aux femmes qui réussissent dans les domaines que les messieurs estiment leur précaré, la création, la poésie, le théâtre, la philosophie, le savoir, etc., pour refuser aux femmes le nom qui leur convient, que la langue française leur donne. La langue française dit qu'une femme qui fait de la poésie, c'est une poétesse. Voilà, ça fait très longtemps qu'on dit comme ça. Une femme qui soigne, c'est une médecine. Une femme qui écrit, c'est une autrice, etc., etc. Donc, il y a tout ce combat parallèle aux autres stratégies pour que les femmes se sentent mal quand elles font autre chose que ce qu'on les autorise à faire. Voilà, romancière, ça va. Spectatrice, ça va parce qu'elles font que regarder. Lectrice, ça va très bien parce qu'elles font que lire. Mais autrice, ça va pas. Oui, c'est vrai qu'en parallèle de ça, avec l'Académie, il y a un changement du coup des mots, c'est ce que vous dites. Se pose une question aussi des accords. Il y a aussi l'apparition des dictionnaires. Et ça change beaucoup de choses parce que du coup, on décide de supprimer des mots au profit d'autres, notamment auteur qui a mangé autrice, entre guillemets. C'est-à-dire quand on a auteur, on dit écrivain ou écrivaine, ou femme écrivain d'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'on dit écrivaine. Femme auteur, ils ont inventé. Ils ont inventé femme auteur, donc on commence. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, les lois, ou en tout cas ce qu'on décide ne fait pas forcément foi dans la société, donc ça n'a pas changé tout de suite, puisqu'en fait les gens continuent à utiliser autrice, les gens continuent à faire les accords comme ils les faisaient avant, parce qu'en fait, même d'ailleurs, ceux qui ont écrit les dictionnaires disent que à l'oreille, ça sonne pas très très bien. Donc en fait, on continue à utiliser les accords féminins parce que ça a plus de sens. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive, c'est la suppression des autrices en fait. Parce que là, tous les romans dont on parle, les théâtres dont on parle, moi je ne les connais pas. Je pense qu'on ne les apprend pas. Je ne sais même pas si on peut encore retrouver des traces. J'imagine que oui, puisque vous avez retrouvé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont quand même disparu entièrement. D'ailleurs, je crois même qu'il y a une encyclopédie qui avait été écrite sur toutes les auteurs ou autrices, du coup, et je crois qu'elles étaient 0,4%. Je crois que c'est ça que vous avez mis dans votre livre. Donc, en fait, il y a aussi une disparition qui se crée au fil de l'eau. Et ça, je me suis demandé comment la machine se met en route. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé comme ça ? C'est quoi ? C'est parce que les dictionnaires sont arrivés ? C'est l'impression qui nous a permis ça ? Qu'est-ce qui a fait qu'on... Non, alors... Par exemple, au XVIe siècle, d'abord, la guerre contre les autrices n'a pas encore commencé. On fait de la guerre aux femmes puissantes, mais pas encore aux femmes qui écrivent. Et on voit des hommes qui sont extrêmement fiers de faire des listes de femmes dans les livres de femmes célèbres qui vantent leurs contemporaines parce qu'elles ont écrit ceci ou cela. Parce qu'il y a un moment où on a l'impression que pour certains hommes, qui devaient être quand même des progressistes, c'est une manière de chanter la grandeur française que de dire que chez nous, il y a même des femmes qui écrivent. Vous voyez, tellement on est supérieur, tellement on est dans une civilisation supérieure. Donc ça on le voit pendant une bonne partie du XVIIe siècle. Ensuite, ce qui fait la disparition des femmes, en tout cas pour nous, mais en fait c'est génération après génération, c'est les gens qui vont se mettre, et ça commence
au XVIIIe siècle à écrire des histoires histoire du théâtre, histoire de la littérature, histoire de la poésie, C'était plus vieux quand on écrivait l'histoire de France. L'histoire de France, on commence à éliminer les reines très tôt, mais ou les femmes qui ont fait des choses importantes, même si c'est pas des reines. Donc on a le même phénomène d'écriture de l'histoire, avec des livres qui vont s'imposer, qui vont être des gros livres qu'on va mettre dans les bibliothèques, et que 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, quand on a envie de savoir ce que c'était que la littérature il y a 100 ans, on va chercher ça. On va chercher, non pas, on va pas se mettre à lire les 2000 livres qui ont été écrits 100 ans avant. D'abord, il faudrait les avoir sous la main, mais c'est pratique, les histoires de... C'est comme ça qu'on forme les nouvelles générations. On leur dit, lis telle histoire, etc. Et évidemment, s'il n'y a pas de femme là-dedans, la personne qui aura appris en 1830 l'histoire de la littérature ou l'histoire de la peinture avec des livres où il n'y a pratiquement pas de femmes, elle ne peut pas se dire, tiens, ça doit être intéressant d'aller lire Machine ou Machine. Machine et Machine ont disparu. Moi, j'ai même repéré, puisque j'ai fait cette histoire, que dans certains livres sur l'histoire de la littérature, non seulement il y a extrêmement peu de femmes, mais le peu de femmes qui sont citées, c'est pour dire des horreurs sur elles. Voilà, c'est pour dire, grande machin, elle a écrit ceci, mais alors elle n'aurait pas dû écrire du théâtre, parce que c'est mauvais le théâtre. Les femmes ne doivent pas écrire du théâtre. Donc, même s'il y a une notice qui fait 15 lignes, il y a 8 lignes qui sont des lignes, non pas sur cette personne, ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a eu du succès, les titres de son œuvre, etc., etc. Mais c'est de l'idéologie pour dire les femmes ne devraient pas. Elles ne devraient pas faire ça. Voilà. Et celles en général qui ont fait ce qu'il fallait, on les oublie, on les note même pas. Hein. Donc c'est ça qui fait la disparition de toutes les femmes qui ont eu une quelconque importance dans notre histoire. C'est leur disparition dans les histoires de France en général, et ensuite leur disparition dans les histoires particulières, les histoires spécifiques de tel ou tel art ou de telle activité humaine. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte qu'à chaque période, il y a des femmes célèbres. Et tout le monde sait qu'il y a des femmes célèbres. Donc, pratiquement chaque période depuis le 18e ou 17e se dit « Ah, mais on est drôlement bien, notre temps, il est drôlement bien, parce que maintenant, il y a des femmes. Avant, il n'y en avait pas. » Et puis, ces femmes-là dont on est content, qu'on lit, qu'on regarde, etc., 30 ans après, elles ont disparu. Mais il y a encore, à 30 ans après, il y a encore des femmes qui écrivent ou qui peignent ou qui font ceci. Donc, chaque période s'imagine, et on en est peut-être une de ces périodes-là, encore que maintenant on commence à avoir beaucoup de retrouver du savoir disparu. Mais au fond, jusqu'aux années 60 du XXe siècle, chaque période se pense novatrice du point de vue de l'égalité des sexes. Parce qu'on lit les histoires de la période précédente et il n'y a pas de femmes. Alors que maintenant, il y en a plein. Il y a celles qu'on lit tous les jours, il y a les grandes autrices, il y a les grandes poétesses, etc., etc. Mais avant, il n'y en avait pas. Sauf que, encore une fois, on prend un demi-siècle et que toutes les femmes qui étaient au premier rang de la création, elles ont disparu des histoires. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on est obligés de retrouver tout ça, de ressortir, de fouiller. Alors, on a plus de possibilités aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes dans l'université qui s'intéressent à l'histoire des femmes, qui s'intéressent à la littérature des femmes, à la pensée des femmes, à l'art des femmes, etc. Et donc, aujourd'hui, on arrive à récupérer toutes ces reines, ces créatrices, ces poétesses, ces peintresses qui avaient disparu de la connaissance de nos ancêtres. Là, on s'est intéressé à l'élite. À cette période, il y a un autre impact aussi sur la différenciation des genres. J'ai l'impression sur les métiers. Notamment, j'ai vu un nouveau pourcentage, par exemple, dans les métiers du service, puisqu'il y avait beaucoup de gens au service de nobles, bourgeois, etc. Il y avait 51% ou 49% de femmes et d'hommes, je ne sais pas qui était qui, mais on était à moite-moite. Et à partir du moment où sont arrivées les théories de différenciation du genre, je crois qu'on est tombé à 20% d'hommes pour 80% de femmes. Donc c'est là où on voit le début de la spécialisation des femmes dans les métiers. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui disparaissent de métiers aussi, qui n'ont plus forcément le droit d'être maîtresses. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des métiers dans cette période, qui est liée à la théorie du coup? La période est longue, mais cette clergie, à partir de la fin du Moyen-Âge, elle commence à changer les droits. Et comme je le disais tout à l'heure, en fin 15e, il n'y a quasiment plus aucune femme en France
qui est maîtresse d'un métier, par exemple. C'est fini, elles ne peuvent plus. Donc, c'est pas que les femmes sortent du travail, c'est qu'elles se prolétarisent. Donc, elles continuent à être dans tous les métiers où elles étaient avant, mais elles sont plus au niveau de l'encadrement, elles sont plus au niveau de la direction. Donc ça, c'est le droit qui change un certain nombre de choses. Évidemment, ça a des répercussions un peu partout. D'une part, il y a une prolétarisation des femmes dans les métiers où elles existaient. D'autre part, il y a des métiers, il y a certains moments, comme un peu juste avant la Révolution, il y a des lois qui sont passées pour, on dirait, libéraliser aujourd'hui le monde du travail. Donc, tout ce qui était organisé par des métiers avec des règlements, etc., saute. Et donc, ça a des conséquences évidemment très importantes dans la prolétarisation de tout le monde déjà. Parfois, ça permet à des femmes d'arriver dans des métiers où on peut enfin les embaucher alors qu'on ne pouvait pas avant, mais à des niveaux très bas. Il faut observer aussi cette histoire au niveau de la législation du travail parce qu'elle est évidemment très importante, sachant que le capitalisme n'a pas forcément les mêmes réflexes ou les mêmes intérêts que les intellectuels. Les intellectuels, par exemple, voudraient qu'il n'y ait pas de femmes, quasiment pas de femmes qui travaillent. Les économistes disent qu'il faut que les femmes soient à la maison. Oui, si toutes les femmes sont à la maison, il faut payer les hommes plus. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Les capitalistes préfèrent qu'il y ait de la concurrence entre les hommes et les femmes pour pouvoir faire pression sur les salaires des hommes, puisque les femmes sont moins payées. Tant qu'on est dans un pays à la fois patriarcal et capitaliste, il y a un intérêt à ce que les femmes soient au travail. Mais il y a des changements très importants, évidemment, dans la question des métiers. Plus, ça dépend des périodes. Quand le capitalisme commence à se développer vraiment au 19e siècle, etc., on voit d'autres logiques parfois qui se mettent en place. Dans certains métiers, il vaut mieux qu'il y ait des femmes qui soient concurrentes pour faire baisser les prix des hommes. Et dans d'autres, il vaut mieux qu'elles soient spécialisées dans certains travaux pour qu'on ne puisse pas comparer. Et on est là aujourd'hui, encore là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de décider au XXe siècle que les femmes vont gagner autant que les hommes, ça serait possible si les femmes et les hommes faisaient les mêmes métiers. Mais depuis le XIXe siècle, on a tellement différencié les métiers des femmes des métiers des hommes qu'on ne peut plus rien comparer. C'est au 19e particulièrement. Oui, ça se fait. oui. Et il y a aussi une deuxième chose qui commence à se voir aussi avec la différenciation des genres, ou des sexes à l'époque, on disait, c'était l'école. Parce que si je ne me trompe pas, à la fin du 17e, il y avait de plus en plus de femmes à l'école, non ? Et même il y a de plus en plus de lettrés, je crois, Alors, au l'école, étant donné que c'est les lettrés qui sont à la manœuvre, depuis le Moyen-Âge, depuis les universités, ils sont arrivés à faire qu'il y ait de plus en plus de garçons qui aient accès à l'école, de garçons lettrés, et toujours pas de femmes. Au début du XVIIe, à la fin du XVIe, il y a eu un creusement énorme du gap, de la différence entre les sexes, parce qu'il y a de plus en plus de garçons qui sont allés à l'école, même si ce n'est pas tous pour devenir universitaires, bien entendu, et toujours pas de filles. À la fin du XVIe siècle, il n'y a toujours pas de filles scolarisées. Les filles, si elles apprennent des choses, c'est dans leur famille. Alors, à partir de la contre-réforme, ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique, comme les catholiques ont besoin de repartir à l'assaut, parce qu'ils ont pris vraiment la pâtée avec les protestants au XVIe siècle, donc ils se disent faut repartir à la base, faut éduquer, y compris éduquer les filles. Donc, à partir du début du XVIIe siècle, on a une multiplication de lieux pour éduquer les filles. Il y a les Ursulines, il y a les Visitandines, etc. Pratiquement tous les nouveaux ordres qui sont créés avec la réforme catholique, tous les nouveaux ordres de femmes font école, et donc forment des filles. Donc à partir de là, on a quand même si les hommes ont 4 siècles d'avance, on va dire, là ça commence à se résorber parce que les filles peuvent aller dans des instituts où elles sont éduquées. Et puis petit à petit, il y a les laïcs qui prennent la main, c'est-à-dire qu'on crée dans les grandes villes des écoles qui ne sont pas religieuses, même si parfois c'est des religieuses qui enseignent, parce qu'elles sont quand même plus savantes que les autres. Mais donc, il y a une multiplication à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, etc., des lieux de formation des filles. À la Révolution, ça en prend un coup parce que les hommes qui organisent tout, ils ne veulent pas de l'éducation des filles. Mais ça, en fait, 5 ans après la Révolution, tous les anciens couvents rouvrent. Et il y a, ce que je montre dans le dernier volume paru, c'est qu'il y a vraiment le paquet a été mis par les féministes sur la formation des filles au XIXe siècle. Et c'est ça qui fait qu'elles parviennent, dans les années 60, enfin, à
passer le bac. Donc, il y a des luttes très importantes, concrètes. Dans ça, là, on n'est plus dans l'idéologie, et même si l'idéologie sert à justifier ça. Il y a des vraies luttes concrètes, aussi bien au niveau des métiers, comme on disait tout à l'heure, qu'au niveau de l'éducation, pour que les filles restent toujours secondaires par rapport aux garçons. Il y a des énormes luttes pour est-ce qu'on va leur apprendre le latin, par exemple, dans ces lieux. Parce que si on leur apprend le latin, ils pourront aller à l'université. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les stratégies des femmes qui enseignent. Bien souvent, elles ne disent pas ce qu'elles font. Elles disent non, mais nous, chez nous, on fait des bonnes épouses. Vous inquiétez pas, on leur donne un petit vernis de ceci, un petit vernis de cela. Oui, puis ça donne Émilie du Châtelet, quoi, qui traduit Newton. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Ça, c'est d'autres stratégies, je dirais, de féministes, de faire le gros dos, de dire, vous ne voulez pas que les filles soient les égales des garçons, qu'elles n'apprennent pas les mêmes choses. On vous rassure, oui, mais en fait, elles font autre chose. Et puis les familles elles-mêmes, les familles qui mettent leurs filles, elles ne veulent pas qu'on en fasse des sottes. À quoi ça servirait d'avoir des sottes dans la vie quotidienne ? Plein de familles qui ne sont pas des idéologues veulent sans doute que les filles ne vont pas faire les mêmes carrières que les garçons, on est d'accord. Sans doute qu'elles n'iront pas à l'université, on est d'accord. Mais enfin, on veut qu'elles sachent plein de choses. Donc si elles savent un peu de latin, c'est pas grave. Si elles savent des mathématiques, c'est bien. Si elles savent, on a un nombre de femmes savantes sous l'Ancien Régime qui est quand même étonnant, quoi. Alors, elles s'en vantent pas forcément, elles écrivent pas, mais il y en a quand même pas mal qui publient, qui font des choses, et dans les salons et tout ça, on voit bien qu'elles sont très savantes. Toujours épaulées d'ailleurs par des hommes, du coup, puisqu'elles ne pouvaient pas faire autrement à l'époque. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient d'accord pour ça. Mais il y a toujours eu des hommes d'accord pour créer les premiers instituts de femmes, par exemple, les instituts d'études pour les filles. Il y a toujours eu des théologiens d'accord pour ça. Théologiens qui pensent que Dieu s'en fout du sexe. C'est pas le problème. C'est pas le problème de Dieu. Mais ils sont minoritaires. Par rapport à ce que veulent ces hommes, c'est qu'il y a des personnes, quel que soit leur sexe, qui défendent la religion, qui défendent, voilà. Mais voilà, si c'est des femmes, pourquoi pas. Donc il y a toujours des hommes féministes. Quelque part, c'est féministe, parce que vu ce qu'ils prennent, les critiques qu'ils ont, etc., et le travail qu'ils sont obligés de mettre en place, ouvrir des instituts au XVIIe siècle, ça se fait pas comme ça. Il faut obtenir les autorisations. En général, les femmes qui font ça, elles sont des veuves, ou bien elles se font religieuses pour pouvoir même le faire, peu importe. Mais il y a des hommes qui aident, qui obtiennent l'autorisation des autorités, etc., etc. Il y a toujours... Ils sont simplement très minoritaires. Les hommes féministes sont très minoritaires à toutes les époques. L'autre chose aussi par rapport aux écoles, c'est qu'en effet, il y a un contournement qui est fait par les femmes. Par contre, nos fameux philosophes des Lumières théorisent quand même la différenciation des sexes et donc la différenciation des écoles qui vont bien sûr impacter après la Révolution de ce qu'on peut enseigner aux filles et ce qu'on ne peut pas enseigner aux filles. Ce qu'on voit encore aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut tout apprendre, on voit encore les conséquences sur notamment le choix des sciences, etc. Ça existe en fait depuis la création des instituts pour filles. Parce qu'il y a des idéologues qui disent c'est un scandale, pourquoi est-ce que les filles apprendraient quelque chose, etc. Il faut justifier qu'on ne va pas leur apprendre la même chose qu'aux hommes. Enfin, un certain nombre de choses, oui, bien sûr, lire, écrire, compter, etc. Mais on ne va pas leur apprendre certains savoirs. Et on va surtout former des bonnes épouses. Donc ça, c'est le discours qui est majoritaire. Encore une fois, il est parfois vrai, parfois faux. Enfin, je veux dire, la réalité derrière, ça peut être ça, effectivement. On leur apprend le minimum, etc. Mais bien souvent, c'est faux. Mais ça, c'est depuis le début, parce qu'il y avait une telle opposition dans les milieux importants, dans les milieux lettrés, les hommes, etc., les décideurs. Et il y avait tellement de gens qui n'étaient pas d'accord pour instruire les filles. La chance qu'on a eue quelque part, c'est les guerres de religion, nous filles. Si l'Église catholique n'en avait pas pris plein les lattes pendant 60 ans parce que les protestants gagnaient sur eux et les protestants qui disaient on éduque les filles. Donc il a bien fallu que pour repartir, pour essayer de lutter contre la progression des protestants, eux aussi ils se mettent à éduquer les filles. Et puis en français, pas en latin. Bon, s'il n'y avait pas eu ces luttes au niveau des religieux, au niveau des religions même, des deux branches de la chrétienté, sans doute on aurait peut-être encore attendu plusieurs siècles pour que des lieux spécifiques pour la formation des filles voient le jour. J'espère que cet épisode un peu différenciant vous a plu. Je vous laisse partager sur les réseaux ou en commentaire ce qui vous a particulièrement marqué. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain et dernier épisode de cette semaine du 8 mars. Le 8 mars, à bientôt!